Pas vraiment surpris parce que je n'avais pas énormément d'attentes de ce premier tour de négociation, car je crois vraiment qu'il s'agit seulement d'un premier round de négociation. Vous savez, nous sortons de plus d'un mois de conflits armés difficiles et extrêmement violents entre les trois parties, entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Donc je ne m'attendais pas à ce que, en quelques heures, les litiges et le contentieux aussi lourd que nous connaissons soient réglés. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ce premier round de négociation ait eu lieu. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris. Et je voudrais à chaud vous poser la question. Est-ce que vous avez été surpris par l'annonce ce matin par J.D. Vance de l'échec des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran? Pas vraiment surpris parce que je n'avais pas énormément d'attentes de ce premier tour de négociation, car je crois vraiment qu'il s'agit seulement d'un premier round de négociation. Vous savez, nous sortons de plus d'un mois de conflits armés difficiles et extrêmement violents entre les trois parties, entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Donc je ne m'attendais pas à ce que, en quelques heures, les litiges et le contentieux aussi lourd que nous connaissons soient réglés. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ce premier round de négociation ait eu lieu. Je crois, à ma connaissance, que c'est la première fois depuis la révolution islamique qu'il y a une rencontre directe entre des hauts dirigeants américains et iraniens, en l'occurrence entre le vice-président Vance et le président du Parlement iranien Kalibaf. Je crois que c'est la première fois depuis 1979, depuis la rencontre qui avait précédé la révolution islamique entre Jimmy Carter et le Shah d'Iran. C'est la première fois que des Américains et des Iraniens de si haut niveau se rencontrent. C'est un premier pas qu'il faut noter. Alors donc pour vous c'est un premier pas et ça ne veut pas dire que les négociations ont définitivement échoué, ça ne veut pas dire que la guerre risque de reprendre dans les prochaines heures ou les prochains jours? Non, personne, aucune des deux parties, je note avec vous d'ailleurs qu'aucune des deux parties n'a annoncé la reprise des hostilités. Le vice-président Vance est rentré avant de prendre son avion précisant que la proposition américaine était toujours sur la table des négociations, ce qui veut dire que de son point de vue, les négociations ne sont pas terminées, elles peuvent reprendre. Cela dépend évidemment de l'attitude de chacune des parties. Je crois qu'il faut noter également qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été marquées. Je pense notamment au passage des deux destroyers américains dans le golfe d'Ormuz qui ont fait un aller-retour pour bien montrer que de ce point de vue, le golfe n'était pas complètement fermé tel que les autorités iraniennes l'annoncent. Le golfe n'est pas miné tel que les autorités iraniennes l'ont annoncé. Je crois qu'il y a un certain nombre de signes qui montrent que chaque partie se positionne après ces 40 et quelques jours d'hostilité très violente, comme je le disais tout à l'heure. La diplomatie n'allait pas en quelques heures régler tous les problèmes d'un coup de magie. Cela Alors, va prendre du temps. Je ne crois pas qu'il y ait la volonté, aucune des deux parties n'a intérêt à ce que le cessez-le-feu ne soit interrompu aussi brutalement. alors aucune des deux parties n'a intérêt, mais finalement, est-ce que vous pensez que en donnant le sentiment de claquer la porte, d'une certaine manière, J.D. Vance veut faire baisser, on va dire, les exigences iraniennes, veut faire baisser les enchères iraniennes dans ce bazar de Téhéran? La diplomatie, c'est comme le combat sur le terrain. Il y a des coups qui sont portés, il y a le ton qui monte, ensuite il redescend. Il y a le temps pour faire passer des messages. Les médiateurs, notamment pakistanais, mais pas seulement, essayent de se positionner également. Je crois qu'il y a là tout un jeu, et puis nous avons affaire à des spécialistes de la négociation. Nous n'avons pas affaire à une partie extrêmement simple. Les Iraniens, les Perses sont les héritiers des Perses, ceux qui ont inventé le jeu d'échecs. Donc ce n'est pas une partie facile, elle est en tout cas aussi difficile que le combat sur le terrain.
Alors, est-ce à dire que le délai des 15 jours qui avait été imparti à ces négociations risque d'être prolongé parce que à ce rythme-là, eh bien, ça risque de prendre beaucoup plus de temps? Moi, j'ai le sentiment que ce temps qui est imparti pour le cessez-le-feu est tout à notre avantage, et tout à l'avantage de la partie à la fois israélienne et américaine. D'abord, je constate que les prix du pétrole sont en train de stagner et même de baisser pendant le cessez-le-feu, ce qui réduit fortement la pression politique et économique sur l'administration Trump. C'est le temps également pour placer, on apprend que des milliers de soldats et de commandos américains sont en train d'arriver dans la région, ce qui laisse entrevoir les préparatifs pour une éventuelle offensive terrestre. Donc c'est du temps qui est utilisé par la partie américaine. Pendant ce temps, l'économie iranienne est en train de continuer de dégringoler. Nous l'avons vu avec tous les repères économiques au sein de l'Iran. Il y a aujourd'hui une véritable catastrophe économique qui est en train de s'installer en Iran. Les salaires du mois de mars n'ont pas pu être payés. La situation interne est en train d'évoluer et peut-être une relève politique. Je ne parle pas d'une agitation et d'un renversement du régime, mais je parle d'une relève au sein de l'establishment iranien actuel. Le cessez-le-feu peut être utilisé par certains éléments plus modérés pour essayer justement d'écarter les plus radicaux. Le cessez-le-feu est tout à fait propice pour cela. Pendant ce temps, nous avons la possibilité de nous concentrer sur le Hezbollah, puisque de notre point de vue, le Liban n'est pas inclus dans le cessez-le-feu. Alors justement, donc, on va parler de ce point de vue-là, c'est aussi un avantage pour Israël. Alors justement, un avantage, je terminerai là-dessus, c'est aussi un avantage pour les pays du Golfe pour mieux se préparer à leur défense, parce que je rappelle que moins de 20% des attaques iraniennes ont touché Israël, plus de 80% des attaques iraniennes ont touché les pays du Golfe. Donc il y a là le temps du cessez-le-feu qui est mis à partie par ces pays pour beaucoup mieux préparer leur défense. Alors justement, on va parler du Hezbollah, du Front Nord. L'armée israélienne poursuit sa progression au sud Liban. Elle a apparemment quasiment conquis l'intégralité du sud Liban jusqu'au fleuve Litanie. La question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est après avoir lu une partie des éditoriaux de la presse israélienne de ce matin, il y a un éditorial qu'on va citer dans la revue de la presse de Ben-Dror Yemini qui dit que nous, on se gargarise d'une certaine manière de l'opération militaire israélienne qui a été faite juste quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu, qui frappait 200 cibles et qui a apparemment éliminé plusieurs centaines de terroristes au moins, peut-être même des victimes collatérales civiles, mais que cette opération, eh bien, elle suscite beaucoup de colère et beaucoup de mécontentement et de critiques dans la communauté internationale. Est-ce que, d'abord, vous avez le sentiment que les Israéliens ont une lecture décalée de ce qui se passe dans ce dossier libanais? C'est-à-dire décalé par rapport à la communauté internationale? Oui, par rapport à la communauté internationale, c'est-à-dire que effectivement, on sait que l'armée israélienne continue à combattre, mais que de l'autre côté, du côté de la communauté internationale, c'est bien cette opération provoque beaucoup de mécontentement, de critiques, de condamnations, entre autres celle de Macron. Le 7 octobre a été un cataclysme pour Israël et pour notre gouvernement et notre armée. Et nous avons compris une chose, et c'est cette leçon que nous sommes en train de tirer, c'est que nous ne pouvons plus vivre à la fois avec la menace iranienne, mais nous ne pouvons plus vivre avec les proxys iraniens qui veulent notre destruction à notre frontière. C'est impossible. Donc nous avons mené pendant 2 ans la guerre à Gaza, et nous sommes en train d'essayer de repousser au maximum la menace du Hezbollah au nord du pays, parce que nous savons que nous ne pouvons plus nous permettre de vivre dans ce qui était la situation avant le 7 octobre 2023. Donc la communauté internationale ne le comprend pas. Mais nous l'avons compris, c'est ce qui est le plus important, ce décalage. Vous avez raison de le signaler, parce que les leçons du 7 octobre ne sont pas suffisamment comprises par l'ensemble de la communauté internationale. Lorsque j'entends le président français appeler un cessez-le-feu, mais
avant le 7 octobre, nous étions déjà dans une situation de cessez-le-feu. Nous avions négocié, notamment avec l'aide de la France. J'étais en poste à Paris en 2020 et 2021, lorsqu'il y avait eu l'opération Gardien des Remparts, et que nous avions obtenu un cessez-le-feu avec le Hamas. Donc nous étions déjà dans une situation de cessez-le-feu. Et est-ce que le cessez-le-feu a empêché le 7 octobre? La réponse est évidemment non. Donc la seule solution pour nous, c'est de mettre à bas cette Oui. infrastructure terroriste à nos frontières, et aucun cessez-le-feu ne pourra permettre de ramener la sécurité pour les habitants du Nord et les habitants du Sud et pour l'ensemble de notre pays. Donc, Et ce décalage, bien sûr, il faut rappeler, ce Daniel, décalage- que le cessez-le-feu, il y avait un cessez-le-feu également qui tenait depuis le mois de novembre 2024 et qui a été rompu par le Hezbollah après l'attaque contre l'Iran. un cessez-le-feu qui existait depuis 2006. J'ai presque envie d'aller beaucoup plus loin que vous. Depuis 2006 et la Seconde Guerre du Liban et la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait été adoptée en août 2006 et qui n'a jamais été Oui. appliquée, jamais été appliquée, sans que j'ai entendu les chancelleries occidentales qui aujourd'hui se pressent pour nous condamner, appeler le Liban à l'appliquer. Je n'ai jamais entendu de condamnation du Liban qui refusait d'appliquer la résolution qui a prévu ce que nous sommes en train de faire, à savoir le démantèlement du Hezbollah à 20 km de la frontière israélienne. Alors, justement, ces opérations militaires israéliennes, elles ont un effet sur le gouvernement libanais. Et on parle aujourd'hui de négociations directes entre Libanais et Israéliens pour même parvenir à un accord de paix. Ces négociations devraient débuter mardi à Washington. On parle d'un accord de paix. Certains optimistes affirment même que le Liban pourrait rejoindre les accords d'Abraham. Connaissant, on va dire, les rapports de force au Liban, quel est votre sentiment? Vous pensez que c'est réaliste de penser, d'envisager un accord de paix, même si dans l'histoire il y en a déjà eu un en 1983? Oui, c'est réaliste parce que cela correspond à l'intérêt du Liban, tout autant que cela correspond à l'intérêt d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'explique pas la position des amis du Liban, je pense évidemment notamment à la France, qui ne soutiennent pas cette initiative, qui ne font rien pour essayer de renforcer le gouvernement libanais dans sa disposition à essayer de régler une fois pour toutes la question du Hezbollah, exactement comme dans les années 80, nous avions aidé le Liban, malgré lui, j'ai envie de le dire, à régler la question de l'OLP et des factions palestiniennes qui empoisonnaient la vie libanaise et qui avaient provoqué la guerre civile au Liban. Donc aujourd'hui, exactement comme dans les années 80, en 82, lors de la première guerre du Liban, nous avions réglé le problème des factions palestiniennes dans l'intérêt du Liban, qui avait permis d'ailleurs, quelque temps plus tard, l'issue de la guerre civile, la première guerre civile libanaise. Je crois qu'il y a aujourd'hui une opportunité historique pour le Liban de restaurer sa souveraineté, son indépendance sur l'ensemble du pays. Donc il y a là un intérêt, une convergence d'intérêts objective entre nos deux pays, et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. Et qui est le plus fort, on va dire, dans ce Liban fracturé par les communautés ethniques? Est-ce que ce sont les chrétiens, les sunnites, les chiites, les druzes? Qui peut dominer dans la volonté, par exemple, de pousser le Liban vers un accord de paix avec Israël? Dans les années 80, lorsque nous avions réglé le problème des factions palestiniennes qui sévissaient au Liban, le Liban était profondément divisé. Et vous avez raison de rappeler l'ensemble de ces communautés qui, à l'époque, s'imposaient chacune et s'affrontaient l'une contre l'autre. Aujourd'hui, la situation est différente. Alors évidemment, le morcellement communautaire continue d'exister au Liban, mais l'affrontement intercommunautaire est bien plus apaisé qu'il ne l'était dans les années 80. Et c'est la raison pour laquelle, je répète, je pense qu'il y a là une opportunité également au sein de la scène politique intérieure libanaise. Je crois que les Libanais en ont marre de la guerre, en ont marre du Hezbollah, en ont marre de voir leur pays être la proie de la tumeur qui se trouve à Téhéran, qui se trouve en Iran. Ils veulent régler cette métastase qui s'est développée chez eux. Ils sont prêts à subir l'épreuve de la chimiothérapie nécessaire pour mettre à bas et éliminer cette métastase. Je crois qu'il y a là, comme je le disais, une véritable convergence d'intérêts entre nous. C'est l'opportunité historique du Liban. Et je crois qu'il y a là un rôle historique également pour les amis du Liban. Il faut que la France comprenne, il faut que la France cesse
son jeu anti-israélien inutile. Il faut que la France comprenne qu'il y a là une véritable opportunité pour le Liban. Il faut soutenir le Liban. Il ne faut pas condamner Israël. Il faut soutenir le Liban, soutenir Israël pour régler définitivement la question du Hezbollah, éliminer ce cancer au sein de la nation libanaise qui empêche le Liban d'établir sa souveraineté. Vous savez, en 1991, à l'issue de la conférence de Madrid, j'étais un tout jeune diplomate présent, le plus junior de la délégation israélienne, et je me souviens que sur ordre américain, les négociations directes, vous vous souvenez qu'à l'issue de la conférence de Madrid, on avait mis en place 4 volets de négociations directes. Et la première session de négociation directe entre le Liban et Israël avait eu lieu sur place à Madrid et j'y avais participé. Donc je me souviens de l'émotion qu'il y avait dans la salle au moment de cette première réunion entre les deux délégations, parce je sentais bien que du côté libanais, il n'y avait aucune hostilité vis-à-vis d'Israël. Nous n'avons aucun contentieux avec le Liban. Le dernier petit litige que nous avions était la détermination de notre frontière maritime, et vous savez que nous l'avions réglé il y a maintenant quelques années déjà. Donc nous n'avons absolument aucun contentieux, ni d'un côté ni de l'autre de la frontière, si ce n'est ces factions étrangères, les Palestiniens dans un premier temps, le Hezbollah pro-iranien dans un second temps, qui sont installés au sud du Liban pour profiter de ce pays pour attaquer Israël. Donc il faut régler définitivement cette question. Eh bien, on espère que cette question sera résolue le plus rapidement possible, bien entendu, donc peut-être dans le cadre de ces négociations qui seront chapeautées, il faut bien l'avouer, par les Américains, certainement pas par les Français, à Washington, entre les Libanais et les Israéliens. Merci beaucoup, Daniel Saada, d'avoir accepté de répondre à nos questions donc, sur ces 2 fronts encore brûlants, le front libanais, le front iranien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Daniel, à bientôt.